Cher Sylvain Paco, oui, excellente et stimulante question également que celle de savoir quelle est la place de la lutte contre le blanchiment de capitaux et contre le financement du terrorisme parmi les obligations de conformité du courtier IOBSP. Il serait faux de croire que le crédit n'a pas sa place dans les techniques de blanchiment de capitaux utilisées par les criminels. Qu'il s'agisse de crédit à la consommation, de crédit immobilier, de crédit aux entreprises, de crédit aux particuliers, le crédit, l'opération de crédit a malheureusement tout à fait sa place dans ces techniques de blanchiment. Le courtier IOBSP, par ailleurs, fait partie par ailleurs des personnes qui sont assujetties à la lutte contre le blanchiment de capitaux et contre le financement du terrorisme. Le courtier en crédit est donc directement concerné par ces obligations et ça nécessite bien sûr une bonne connaissance des quelques éléments que nous allons survoler et certainement la mise en place de dispositions spécifiques pour pouvoir assumer ces différentes obligations qui représentent une part très importante du code monétaire et financier. Il y a bien un dilemme criminel ou un dilemme pour le criminel. Il a récolté des fonds et des capitaux à partir d'activités illégales et d'activités forcément occultes, et il a besoin d'injecter et de faire revenir ces capitaux et ces fonds dans le système légal pour des raisons d'investissement, de financement, de fonctionnement général de ces activités illégales. Il y a un triptyque classique qui décrit ces opérations, c'est le placement, l'empilage et l'intégration. Il y a quelquefois d'autres dénominations, mais il faut bien, à un moment, faire venir les fonds dans le système connu, dans le système reconnu et légal. Il faut bien dissimuler leur origine infractionnelle et il faut bien procéder à un revêtement qui leur donne l'apparence de fonds légaux. Le code pénal définit l'infraction de blanchiment, qui est le fait de faciliter par tout moyen la justification mensongère de l'origine des fonds ou des revenus de l'auteur d'un crime ou d'un délit, ayant procuré à celui-ci un profit direct ou un profit indirect. C'est l'article 324.1 de ce code pénal qui est complété par l'article 324.1 du même code, une définition compliquée, mais qu'il est intéressant de regarder de très près. Elle est complétée par l'article 421-1-2 du même code, qui lui décrit l'infraction de financement du terrorisme. L'infraction de blanchiment est une infraction de conséquence, puisqu'elle est elle-même la conséquence et elle nécessite d'autres infractions antérieures à sa commission. L'infraction de blanchiment est une infraction qui a un barème assez sévère, puisque les peines centrales, c'est 5 années d'emprisonnement et 375 000 € d'amende, mais il y a également toute une série de peines complémentaires qui sont prévues. Que doit faire le courtier IOBSP pour assumer ses obligations ? Pour le dire très rapidement, la lutte contre le blanchiment de capitaux et contre le financement du terrorisme repose d'abord et de façon centrale sur la notion de classification des risques. C'est ce qu'on appelle l'approche par les risques. Il est donc impératif que le professionnel bancaire, y compris le courtier IOBSP, procède à une classification de ces risques de façon à pouvoir les évaluer, les suivre et les mesurer sous l'angle de la lutte contre le blanchiment de capitaux. Le fait de procéder à cette classification des risques permet, c'est le deuxième point très important du dispositif réglementaire, d'organiser l'obligation de vigilance. On devrait dire les obligations de vigilance, puisqu'autour de la vigilance dite standard, la vigilance normale, on peut le dire ainsi, se trouvent d'autres niveaux de vigilance. Il peut y avoir de la vigilance simplifiée dans des conditions extrêmement précises qui sont décrites par le Code monétaire et financier, ainsi que par les instructions données par l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou par TRACFIN.
Autour de la vigilance standard et de la vigilance simplifiée, au-dessus, nous allons trouver également la vigilance complémentaire et même des cas où la vigilance doit être renforcée, tout ceci répondant donc à des conditions très précises. Le troisième élément qui est au centre de la lutte contre le blanchiment de capitaux, c'est la notion de relation d'affaires. Le professionnel doit être attentif à ce qu'est la relation d'affaires. Ça passe d'abord par l'identification précise du client. Ça veut dire qu'il convient de lui demander également des justificatifs de cette identité. C'est un aspect important du dispositif de LCB-FT. Ça veut dire également dans la relation d'affaires que le professionnel doit s'intéresser à l'objet et à la nature de l'opération qui lui est proposée ou que le client vient lui proposer. Également, un point très important est la notion de bénéficiaire effectif de l'opération. Dans cette relation d'affaires, le professionnel doit identifier à qui bénéficient de façon effective, réelle, les opérations qui lui sont proposées. Et ça, naturellement, à plus forte raison lorsque on lui propose un schéma qui a quelques degrés de complexité ou un petit peu de complexité. L'autre point important du dispositif, et chacun le connaît bien, c'est évidemment l'obligation déclarative, la déclaration de soupçon. Il existe un organisme, Tracfin donc, qui est une autorité administrative indépendante principalement chargée de la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme. Elle n'est pas la seule à exercer cette activité, mais elle est évidemment centrale dans la coordination et les opérations. Et en tout cas, elle est maîtresse dans le suivi des déclarations de soupçons, elle-même prévue à nouveau par le Code monétaire et financier, c'est l'article L561-15-1 de ce code. La déclaration de soupçon doit s'opérer à chaque fois que le courtier en crédit, que le courtier IOBSP, sait, soupçonne ou a de bonnes raisons de soupçonner, les trois termes sont très importants, que l'opération qu'on lui propose provient d'une infraction passible d'une peine privative de liberté supérieure à 1 année, ou bien qu'il s'agit d'une opération réalisée dans le cadre du financement du terrorisme. On voit bien que cette obligation de déclaration de soupçon, elle aussi, à nouveau, nécessite une organisation particulière, notamment dans les entreprises à réseau, celles qui sont organisées, celles qui ont des préposés, des salariés. Il est encore plus nécessaire de prévoir comment les choses sont disposées, comment s'exerce la classification des risques, comment s'exercent les obligations de vigilance, comment va s'exercer ensuite la déclaration de soupçon. Bien sûr, la déclaration de soupçon est entourée de garanties très particulières qui sont prévues par les textes et elle a une traduction opérationnelle immédiate, c'est que le professionnel ne doit pas poursuivre l'opération avec le client concerné. Un point particulier, ça touche à la vigilance complémentaire, c'est la question des personnes politiquement exposées. Les textes prévoient spécifiquement une série de personnes, celles qui ont eu ou qui occupent encore des responsabilités politiques, administratives ou juridictionnelles, qui sont par nature ou qui ont été, il y a très peu de temps, à des postes ou à des responsabilités qui ont une nature sensible, notamment en matière de maniement de deniers. Ces personnes, les personnes politiquement exposées ou PPE, sont soumises mécaniquement, doivent être soumises à un examen complémentaire. On trouve parmi ces personnes le personnel politique, mais des hauts responsables administratifs également, des élus, des responsables d'entreprises publiques, quelles qu'elles soient. Enfin, il y a une dimension importante également à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, souvent assez méconnue, c'est celle des sanctions financières internationales, également appelée le gel des avoirs. Il existe des listes sur lesquelles figurent des individus qui, par définition, doivent être tenus à l'écart des opérations bancaires ou des opérations de financement. On voit bien à travers ces différents exemples
l'importance évidemment qu'occupe dans nos sociétés la lutte contre le blanchiment de capitaux et contre le financement du terrorisme. Il n'y a pas besoin de faire d'explications longues sur ce point. On voit bien aussi la difficulté qu'il peut y avoir pour des professionnels bancaires à mettre en œuvre cette réglementation. Ce serait également faux de penser que c'est une réglementation aisée à mettre en place. Il est clair que pour y parvenir, en tout cas, le mot-clé, c'est celui de procédure. Il faut avoir réfléchi à l'avance à la procédure qui permet de mettre en conformité le fonctionnement de l'entreprise de courtier IOBSP avec les différentes obligations qui sont prévues par les textes, en particulier par le Code pénal, mais surtout par le Code monétaire et financier.